RCF France Ardennes, l'invité de la rédaction, Jean-Pierre Benoît. Il est 7h43, en direct ce matin pour cette matinale spéciale avec nous. Catherine Vautrin, bonjour ou rebonjour. Rebonjour Jean-Pierre Benoît. Pour nos auditeurs, on vous a entendu tout à l'heure à 7h20, vous aviez rappelé l'importance de la disparition de Michel Rocard et d'Elie Wiesel. On a évoqué le politique sur le plan national. Et justement, on disait que pour plus de proximité, les Français, sans doute les Champardonnais, voulaient rencontrer des politiques sur le terrain. Alors le Grand Reims, justement, vous avez évoqué la loi NOTRe, qui vous a obligé d'une certaine façon à des changements. Alors il y a quelques mois, on parlait de Reims, de Châlons, avec une zone géographique quand même qui était très différente du Grand Reims d'aujourd'hui. Comment ça s'est passé ? Là, on peut peut-être reprendre déjà les éléments qui ont été les faits générateurs, à savoir 2 textes de loi. Le premier, c'est celui qui crée les grandes régions. Et on a bien vu que dans notre région, le gouvernement ne savait pas très bien quoi faire de Champagne-Ardenne et finalement a souhaité cette grande région qui va de Fismes à Strasbourg. Immédiatement, cela nous a conduit à réagir parce que notre obsession avec le député maire de Reims, avec Benoît Apparu, ça a été de se dire il faut absolument que le pôle Marne existe entre Paris et Strasbourg. Ensuite, il y a eu un autre texte qui a été la fameuse loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale, qui a revu notamment le seuil minimum des communautés de communes et qui a donc obligé un certain nombre de communautés de communes à envisager des fusions parce qu'elles n'avaient pas le seuil de population requis, puisque maintenant on tourne aux alentours de 15 000. Alors il y a des coefficients de pondération en fonction de la démographie locale. Globalement, sur notre territoire, on était à 13 000. Donc pratiquement toutes les communautés de communes autour de Reims étaient conduites à fusionner car elles n'avaient pas le seuil de population nécessaire. Alors sur le principe, on peut se dire, et c'est d'ailleurs ce que nous avions fait remarquer au Parlement, que franchement, cette réforme arrivait très vite. Les dernières intercommunalités datent d'une loi de 2010, ont été mises en place au moment des dernières élections municipales. Donc les groupements à peine créés doivent déjà se réformer. On peut se poser une première question sur l'intérêt de cette réforme. Ceci étant dit, ça a été voté, je suis républicaine, j'applique les textes. Ensuite, effectivement, voyant cette grande région, nous avons travaillé avec les élus du secteur. Et au départ, nous avions proposé l'idée d'une métropole Reims, Châlons et Épernay pour acter l'importance de ce qui se passe sur ce territoire. Le gouvernement a refusé cette notion de création d'une métropole. Nous avons ensuite, dans un premier temps, travaillé avec le maire de Châlons. En fait, Benoît Apparu était assez intéressé pour que nous puissions travailler à une sorte de grand rassemblement entre Reims et Châlons, ce qui faisait les 38 communes de la communauté d'agglomération de Châlons, la communauté de communes Velle-Coteaux-Montagne de Reims entre finalement Reims et Châlons, puisqu'il faut une continuité territoriale, et les 16 communes de Reims Métropole. Mais est arrivé très rapidement, alors le dossier ne faisait pas l'unanimité à Châlons et notamment pour le président de la communauté d'agglomération de Châlons. Et puis surtout est arrivé très vite l'effet loi NOTRe, c'est-à-dire toutes les communautés de communes autour de Reims qui se voyaient obligées de fusionner, qui disaient mais et nous sommes le bassin de vie de Reims, vous n'allez quand même pas aller demain mettre Somme-Sous dans le Grand Reims et que Thilloy qui est juste à côté de Reims ne le soit pas. Et toutes ces discussions nous ont conduit à nous recentrer sur une logique de bassin de vie et donc de travailler avec les communautés de communes autour de Reims. Je pense évidemment à Champagne-Velle, je pense à Velle-Coteaux-Montagne de Reims, c'est-à-dire tout le secteur autour de Rilly, je pense au secteur évidemment de Benne-Bourgogne et également tout le secteur de la vallée de la Suippe avec Bazancourt, le pôle de compétitivité. Après, restaient des communautés de communes qui se seraient retrouvées isolées. Les rives de la Suippe, le secteur de Pont-Faverger est venu nous voir en nous disant mais vous savez, notre bassin de vie c'est Reims. Finalement, après, on est venu vous voir d'une certaine façon. Bien sûr, on a beaucoup discuté. On est venu demander. On a beaucoup discuté avec les élus ruraux, mais vous savez, là, on touche à un autre sujet, qui est la connaissance que nous avons, tant Arnaud Robinet que moi, du secteur. Nous sommes l'un et l'autre députés, l'un du Nord rémois, l'autre de l'Ouest rémois. Et vous imaginez que le maire de Fismes, le maire de Crugny sont des gens avec lesquels je travaille quotidiennement et qui, évidemment, nous ont dit, mais dans ce vaste ensemble, notre bassin de vie, c'est Reims. Et d'ailleurs, nos concitoyens le vivent, car au lycée, les élèves de ce territoire sont tous scolarisés au lycée à Reims. Il y a donc une logique de bassin de vie, et c'est comme ça que nous avons commencé à construire ce qui devrait être demain la première communauté urbaine rurale. Alors justement, Catherine Vautrin, présentation de ce Grand Reims.
Combien d'habitants, combien de communes? Alors, 144 communes, 298 000 habitants et un territoire qui va d'Aubérive à Arcile-Ponsard et de Trépaille à Auménancourt. Alors, dans le Grand Est, à part Strasbourg, c'est la première en habitants. Ça sera la deuxième communauté urbaine du territoire du Grand Est. C'est aussi un des sujets qui est important parce que l'autre élément, c'est évidemment une question de compétences, car qui dit communauté urbaine dit compétences partagées nombreuses, puisque nous partageons notamment, et c'était un des éléments qui nous a motivés, nous partageons la compétence économique et nous gardons la compétence économique. C'est toute la différence entre la communauté d'agglomération, ce que nous sommes aujourd'hui à Reims Métropole, et la communauté urbaine. Avec la loi NOTRe, seules les communautés urbaines gardent la compétence économique, sont associées à la rédaction des schémas. Les schémas, c'est l'organisation administrative entre l'État, la région et les territoires. Et lorsqu'on est en communauté urbaine, on tient également le crayon et on peut parler du schéma d'aménagement numérique, on peut parler du schéma d'aménagement du territoire. On a un siège au contrat de plan, qui est donc la négociation entre l'État, la région, les territoires sur les grands équipements structurants. Je pense à l'université, par exemple. Donc, l'idée de la communauté urbaine, c'est vraiment d'être associé à notre destin et de pouvoir être rassemblés autour de Reims pour écrire le destin de ce territoire dans les années qui viennent. Alors, dans ce Grand Reims, Catherine Vautrin, il y a évidemment la ville de Reims. C'est une part très importante. C'est 75% du territoire, pour être tout à fait précise. Donc, il faut réussir la greffe entre ce monde urbain et ce monde rural qui est formé aussi de toutes petites communes, avec des maires. Bien sûr, mais il y a une dizaine de communes de moins de 100 habitants, il y a 111 communes de moins de 1000 habitants, et il y a Reims, 186 000 habitants. Pour autant, il faut aussi, Jean-Pierre Benoît, que nous soyons conscients que les Rémois sont tout aussi inquiets que peuvent l'être les ruraux. Car demain, les ruraux seront beaucoup plus nombreux au conseil communautaire qui comptera 205 membres. Il y aura 59 Rémois, c'est-à-dire l'ensemble du conseil municipal de Reims, 59 Rémois sur 205 élus. Donc on voit bien, Reims représente finalement 75% de la population, elle aura 37% de la représentation. Mais à partir du moment où Reims souhaitait être en communauté urbaine, Reims et ses élus savaient qu'il y avait ce sujet et c'est probablement un gage de confiance qui est donné vis-à-vis des élus ruraux, tout comme les élus ruraux attendent d'être respectés dans ce que représente la ruralité sur notre territoire. C'est une originalité, mais c'est aussi une chance pour les uns et les autres d'une certaine façon, si on positive. C'est une spécificité parce que très souvent, quand on regarde les villes de la taille de Reims, elles ont en général une banlieue tout autour qui comporte 2, 3, 4, 10 communes entre 20 et 30 000 habitants. Et donc, très vite, il y a autour de la ville-centre 100, 200, 300 000 habitants. Nous, ça n'est pas le cas. Nous sommes des ruraux. D'ailleurs, notre économie est profondément rurale. Reims, c'est ce qu'elle doit à sa ruralité en matière agricole et viticole, comme la ruralité, c'est ce que Reims apporte en termes d'équipement. Nous sommes donc dans une logique de gagnant-gagnant, dans une logique de rassemblement et de confiance, et surtout pas dans une logique d'opposition. Alors, rassurez-nous, et nos auditeurs de RCF aujourd'hui s'interrogent, je suis dans une petite commune, mon maire ne va pas disparaître, les communes ne disparaissent pas. Au contraire, peut-être. Non seulement le maire reste le maire, siège au conseil communautaire, mais en plus, nous avons souhaité garder les pôles de proximité que sont aujourd'hui les lieux sur lesquels étaient implantées les différentes communautés de communes. Et ça, c'est très important, ce qui veut dire que mon maire garde son pôle de proximité qui est, par exemple, la communauté de communes qui était installée à Gueux. Les locaux de Gueux vont continuer. À Corroy-les-Hermonville, c'est la même chose. À Fismes, c'est pareil. À Pont-Favergette, c'est la même chose. Donc, au XXe siècle, finalement, il y avait le chef-lieu de canton. Au XXIe siècle, il y aura le pôle de proximité de la métropole. Et le maire est vraiment le correspondant, puisqu'il est lui-même conseiller communautaire, il est lui-même le correspondant, quelque part, de cette communauté urbaine. Mais ceux qui présidaient les communautés de communes, eux, elles disparaissent, les communautés de Alors, communes. toutes les communautés de communes, comme la communauté d'agglomération de Reims, cesseront le 31 décembre prochain à une condition, qui est la suivante. Monsieur le préfet de département nous a adressé le 10 juin un arrêté de périmètre et le fait de se transformer en communauté urbaine. Les élus ont 75 jours
pour se prononcer et au bout de 75 jours, le préfet aura la mission de vérifier que l'ensemble des élus du territoire sont majoritairement en accord avec ce schéma et cette proposition. À ce moment-là, il prendra un arrêté actant la création de la communauté urbaine de Reims. Et dans ce cas, le 31 décembre prochain, l'ensemble des communautés de communes, la communauté d'agglomération de Reims disparaissent et nous nous réveillons le 1er janvier 2017 avec une communauté urbaine dont il conviendra évidemment à ce moment-là d'établir le fonctionnement, la gouvernance et toutes les institutions. Alors, la gouvernance de ce Grand Reims, il y aura les maires ou les adjoints dans les communes. Comment ça va se passer ? Alors, la loi prévoit une représentation en fonction de la taille de la commune et stipule que chaque commune a au moins son maire comme conseiller communautaire. Eu égard à la taille des différentes communes, chaque commune aura au moins un siège, Tinqueux en aura 3, Bétheny en aura 2. L'ensemble des autres communes auront un siège, à l'exception de Reims, qui aura la totalité de son conseil municipal. Ensuite, il y aura un bureau. C'est ce qui est actuellement en préparation. Ce bureau devra être, sa composition sera actée par une délibération. Ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui, c'est à peu près une 60aine de membres au bureau, sachant que dans ce bureau, la ville de Reims et Reims Métropole n'auraient pas la majorité, de façon à ce que l'ensemble des territoires puissent être représentés. Et ensuite, il va falloir trouver une vision. On reproche, on l'a dit tout à l'heure, un projet de territoire. Catherine Vautrin, sur le plan national, parfois dans un monde qui doute, une vision nationale et internationale, mais localement, on est en lien aussi avec le national et l'international, et on se dit, quelle vision pour le Grand Reims ? Il va falloir la définir. Nous avons également, alors vous savez, pour préparer tout ça, nous avons mis en place des ateliers et des groupes de travail. Nous avons fait 27 réunions, 3 par communauté de communes, pour présenter un pacte financier et fiscal, pour présenter les compétences et pour travailler sur la gouvernance. Maintenant, les ateliers thématiques vont travailler entre septembre et décembre sur des sujets à la fois techniques, je pense à la voirie, je pense à l'eau, je pense à l'assainissement, sur la charte de gouvernance pour préparer une délibération sur la charte de gouvernance et enfin sur le projet de territoire, c'est-à-dire ce que nous avons en partage. Et on voit bien que ce projet de territoire, c'est incontestablement non seulement notre... On part du schéma de cohérence territoriale, c'est-à-dire le SCOT qui nous a permis de déterminer ce qu'on voulait faire sur le territoire qui a été voté en avril dernier. Et à partir de ce SCOT, que faisons-nous de ce territoire qui a une position géostratégique exceptionnelle ? Nous sommes Reims est la seule ville sur la ligne TGV, depuis hier à 1h16 de Strasbourg, à 45 minutes de la gare de l'Est, à 30 minutes de Charles de Gaulle. Nous avons une économie agricole, viticole forte, le pôle de compétitivité. Nous avons de très nombreux atouts. Tout le sujet, c'est d'articuler tout cela pour nous positionner entre Paris et Strasbourg. Vous avez évoqué ce millefeuille qui parfois complique la vie administrative. Disparition donc des communautés de communes, mais le département, lui, existe toujours. Alors dans les zones rurales, il va bien falloir orchestrer les liens entre le Grand Reims avec son organisation et le département. Il n'y a pas que dans les zones rurales, vous savez, même à Reims. Même à Reims. Parce que Reims représentant 40% de la population du département, Reims est un contributeur non négligeable au département. Et Reims est également incontestablement un endroit où les bénéficiaires des politiques sociales du département sont importants. Nous avons d'excellentes relations. Les compétences sont bien définies. Ah, bien sûr que oui. Et vous le savez, le département a de très nombreuses compétences en matière sociale notamment. Et il est évident que nos relations avec le président du département sont de très bonne qualité. Un autre sujet sur lequel nous travaillons beaucoup avec le département, et nous allons continuer parce que c'est une très forte attente de nos concitoyens, c'est le schéma d'aménagement numérique. Ce schéma va être un schéma régional qui se fait également avec le département. Tout le sujet, c'est la montée en débit sur certaines parties du territoire et c'est plus globalement la fibre sur la totalité du territoire. C'est très très attendu par nos concitoyens et il y a une nécessité de mobilisation sur un sujet comme celui-là. Alors un sujet souvent qui fâche pour les électeurs, la fiscalité. Est-ce qu'avec le Grand Reims, les contribuables ont payé plus cher ? Alors, je vais déjà répondre en commençant par prendre ce qu'ils ont vécu avec le tandem que les gens qualifient de Robinet-Vautrin depuis 2 ans, puisque lorsque nous avons été élus, nous étions engagés sur la baisse de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Ça a été fait dès notre arrivée il y a 2 ans, nous l'avons baissé de 20%. J'ai présenté le compte administratif de la métropole la semaine dernière et nous avons montré qu'en baissant de 20%,
20%, nous tenions parfaitement les budgets, que nous n'avions pas dégradé l'économie du budget des déchets. Tant la ville de Reims que Reims Métropole ont présenté pour la première fois des comptes administratifs avec des dépenses en baisse. Parce que quand on parle de fiscalité, et c'était un des points forts de notre engagement vis-à-vis de nos électeurs, c'était de dire il y a la baisse de la fiscalité, mais pour baisser la fiscalité, encore faut-il baisser les dépenses. Et c'est ce qui nous occupe, le député maire et moi, au quotidien dans la gestion des collectivités dont nous avons la responsabilité. Pour répondre sur le Grand Reims, notre engagement vis-à-vis de nos concitoyens, c'est de ne pas toucher à la fiscalité. C'est-à-dire qu'en fait, nous sommes dans une organisation administrative dont l'objectif est de garder une neutralité fiscale, pas d'augmentation. À ce stade, on ne s'engage pas sur une baisse parce que c'est un lourd exercice et sur ce premier exercice, je ne veux pas prendre d'engagement que je ne pourrais pas tenir. Mais en tout cas, très clairement, notre volonté, c'est au minimum d'être à une fiscalité étale pour les ménages. Sur les entreprises, il y a un sujet, le versement transport, qui est dû par les entreprises de plus de 11 salariés. C'est une taxe qui est appliquée sur la masse salariale. Elle n'est pas obligatoire dans les communautés de communes. Elle est obligatoire en communauté urbaine. Il y a donc quelques entreprises, parce qu'à l'échelle du Grand Reims, hors Reims, qui avait déjà le versement transport, c'est assez limité. Quelques entreprises peuvent être concernées. Dans tous les cas, il y a un lissage sur 5 exercices. Ce que vous nous dites ce matin, Catherine Vautrin, c'est que ce qui a été fait pour le Grand Reims est réussi en matière fiscale. Sur Reims Métropole, sur l'agglomération, devrait être fait pour le Grand Reims. On a fait ses preuves, dites-vous, sur Reims Métropole et donc on va l'étendre au Grand Reims. Si vous me permettez, c'est un perpétuel recommencement, comme vous le savez, parce que chaque année, il y a un exercice fiscal, mais notre objectif, c'est vraiment la baisse de la dépense, qui veut aussi se dire, et je crois qu'il faut avoir le courage de le dire, que rien n'est gratuit, et que donc pour baisser les charges des collectivités, il faut également que nous soyons prudents dans les services que nous mettons en place, parce que tout a un coût. Merci Catherine Vautrin, on se retrouve dans une poignée de secondes, une petite pause et on se retrouve juste après 8h, il est 7h59. Donc il est 8h, on retrouvera aussi le programme des flâneries musicales d'été pour la journée d'aujourd'hui tout à l'heure avec Jean-Louis Henry. Vous suivez les flâneries musicales? Bien sûr, je suis allée hier soir voir ce magnifique concert qui était Reims chante avec ses chœurs, et j'oserais dire que Reims chante avec son cœur quand on les écoute hier soir. C'était magnifique à la Basilique. Basilique Saint-Remy, et il y aura bien sûr tout le programme dans quelques instants avec Jean-Louis Henry. Rappelons que vous êtes notre invité pour cette matinale RCF. On a évoqué pas mal de sujets, le national, le local, le Grand Reims. Alors justement, on peut évoquer aussi l'université, parce que l'université, il y a eu un petit changement de président, hein, c'est important. Et par rapport à la Lorraine et par rapport à Strasbourg, c'est vrai que Reims est une petite université. Elle a beaucoup d'étudiants, mais par rapport à Strasbourg et Nancy, comment va-t-elle pouvoir s'en sortir? Comment elle peut affirmer son identité dans une région quand même qui a des compétences universitaires reconnues? Vous avez tout à fait raison. Si on prend l'université de Strasbourg, elle est classée IDEX, IDEX, et elle est surtout classée au classement de Shanghai, cette fameuse référence internationale. Pour autant, je suis sur ce sujet plus rassurée que je ne l'étais il y a encore quelques mois, puisque la nouvelle équipe a présenté son projet scientifique et nous avons eu une réunion de travail avec le président de région, le président de l'université, Guillaume Gelé, il y a maintenant 6 semaines, au cours de laquelle Guillaume Gelé a à la fois présenté le projet scientifique et le projet bâtimentaire. Et c'est très important, là encore, nous voyons l'importance des différentes structures et l'importance du rassemblement des élus au service d'une cause, puisque le président de région est venu à Reims pour prendre connaissance de l'ensemble de ce projet. Nous avions une particularité, c'est que le contrat de plan prévoyait un projet universitaire très fort, mais que ce contrat de plan avait été signé par un président qui ne se représentait pas et un préfet dont la mission s'achevait. Donc c'est toujours un peu compliqué. Et quand le président Richert a découvert que le contrat de plan de Champagne-Ardenne contenait en matière universitaire un projet qui devait être financé à 2 tiers par la région,
il a fallu quand même trouver les arguments pour convaincre. Et à ce stade, je me réjouis que la région ait pris connaissance non seulement du projet, mais surtout ait pris connaissance de l'ampleur et de l'importance de ce projet. Et aujourd'hui, nous avons un accord de la région sur un financement qui est un financement en fait à la fois de reconstruction de l'université avec 2 pôles. Un pôle à Croix-Rouge avec notamment des travaux importants à la faculté de médecine à laquelle on met l'odontologie, mais également au pôle sciences avec incontestablement un renforcement de tout ce qui concerne la recherche en matière de bioéconomie. Et on sait combien notre territoire, sur ce sujet, a des choses à dire. Donc, je pense que nous avons là un engagement très fort. Je voudrais souligner que Reims Métropole s'est également engagé, puisque Reims Métropole met 7 millions d'euros dans ce contrat de plan pour accompagner l'université, parce que c'est 32 000 étudiants, ce sont des enseignants, des personnels administratifs. C'est un outil d'attractivité majeur pour notre territoire, et la présidente de l'Association des villes universitaires de France que je suis mesure particulièrement combien l'université est un outil d'attractivité pour un territoire. Au début de notre entretien, à 7h20, Catherine Vautrin, on évoquait le national, avec tous ces doutes, toutes ces visions qu'on doit avoir aujourd'hui en 2017, et puis le local, avec des personnes enracinées. On a le sentiment que pour pouvoir regarder loin, il faut avoir les pieds sur terre. Est-ce que ça veut dire que pour les mandats, un mandat local et un mandat national, vous considérez que, dans une certaine mesure, c'est souhaitable? Oui, et j'assume complètement de défendre le cumul des mandats. Je pense qu'il est important d'avoir à la fois un mandat national et un mandat local, pour 2 raisons. D'abord, il y a une dérive difficile parmi les parlementaires qui consiste à faire beaucoup trop de réglementaires. Normalement, nous sommes là pour voter la loi, fixer la norme, et ensuite, il est du ressort du gouvernement de prendre le règlement qui permet d'appliquer la loi. Trop souvent, nous avons des lois bavardes qui deviennent des lois qui sont des règlements, et on oublie en faisant ça que ce qu'une loi a fait, seule une loi peut le défaire, ce qui donc entre dans un niveau de détail qui n'est pas du niveau de la loi et qui n'a pas le recul nécessaire. Parallèlement à ça, laisser des législateurs tout seuls à l'Assemblée du lundi au vendredi complètement déconnectés du terrain, c'est le meilleur moyen pour avoir des textes qui soient totalement en fait à l'extérieur de la réalité concrète du terrain. Parallèlement à ça, moi je le vois comme élue aujourd'hui présidente de Reims Métropole, il n'y a pas une semaine où étant à Paris le mardi et le mercredi, je ne rencontre pas tel ou tel ministre, même en étant dans l'opposition, je le précise, pour présenter un dossier, faire avancer un sujet. Pas plus tard que demain, je vais avoir à rencontrer 2 ministres sur le sujet du contrat de redynamisation de la future ferme 112. Et ça, c'est tout le temps parce qu'on a un carnet d'adresses complètement différent de celle ou de celui qui est simplement maire ou président d'agglomération. Qu'après, on limite le nombre de mandats dans le temps, qu'on limite les responsabilités. Aujourd'hui, moi, je préside l'Office de tourisme, je préside le syndicat mixte du Nord-et-Moi, un certain nombre de choses sur lesquelles on pourrait imaginer demain déléguer à des vice-présidents et pour autant garder un mandat local parce que cette complémentarité est importante pour l'élu et pour le territoire. On regardait le ciel, bon, c'est une belle journée. Aujourd'hui, quel est votre programme? Vous allez évoquer un anniversaire? Oui, c'est aujourd'hui le premier anniversaire du classement au patrimoine mondial de Maison Coteau et donc une journée qui est non seulement une journée d'hommage et notamment à Pierre Cheval dont on connaissait la détermination, l'engagement pour ce projet, mais c'est aussi une journée avec les experts pour faire le point de là où nous en sommes et ce que nous allons faire parce que cette reconnaissance UNESCO nous oblige et nous conduit les uns et les autres dans les responsabilités qui sont les nôtres à prendre des responsabilités en ce qui me concerne au titre de l'Office de tourisme bien évidemment et donc nous allons avoir à la Maison commune du Chemin Vert une journée de travail avec le nouveau président Pierre-Emmanuel Tétinger. On a évoqué tout à l'heure, et j'y reviens, le national, le Grand Reims, le local, l'enracinement et la nécessité d'être enraciné pour aller voir plus loin. Alors, je me faisais une petite réflexion. En 2017, élection présidentielle, imaginez, mais tout peut être différent, que la droite et le centre remportent ces élections législatives. Vous êtes vice-présidente actuellement de l'Assemblée nationale. Moi, je vous verrais très bien, mais je ne lis pas dans le marc de café. Mais bon, hein, on est sur RCF, on ne prévoit pas l'avenir. On se dit, une vice-présidente, une femme,
qui est sur le terrain, qui peut renouveler un peu l'image de l'Assemblée nationale. Elle est vice-présidente de l'Assemblée nationale, donc elle a une expérience de l'Assemblée nationale. Moi, je la verrais bien présidente de l'Assemblée nationale. Vous savez, moi je crois que quand nous sommes élus, nous devons vraiment tenir les engagements que nous prenons auprès de nos concitoyens. Aujourd'hui, je suis présidente de Reims Métropole, je suis députée, je suis totalement dédiée à cette responsabilité qui me passionne. J'y mets toute mon énergie et franchement, j'ai pas beaucoup de temps pour la politique fiction. Mais chaque chose en son temps, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Vous savez, je crois que ce qui est important, c'est de travailler pour son territoire, pour son pays. Et le moins qu'on en puisse dire, c'est que le travail ne manque pas. Et vous êtes une passionnée de la vie politique. Vous le prouvez lors de vos séquences sur le terrain, dans votre circonscription. Et quand vous êtes dans la circonscription, vous n'êtes pas très loin non plus de l'Assemblée nationale ni du Grand Reims. Tout ça, c'est la même chose. Vous savez, merci à Jean Falala qui a voulu le TGV, 45 minutes de Paris. C'est extrêmement facile de faire les allers-retours. Quand je compare avec certains de mes concitoyens, c'est sûr que de ce côté-là, nous avons quelque chose de très facile parce que nous sommes tout près de Paris. En même temps, ce territoire mérite qu'on s'y consacre beaucoup. Et je suis extrêmement heureuse de la confiance de mes concitoyens et j'essaie juste d'être à la hauteur des engagements que j'ai pris. Merci en tout cas, Catherine Vautrin, d'avoir été avec nous depuis 7h20 ce matin, en direct sur RCF. Et puis, pourquoi pas régulièrement de faire le point sur le Grand Reims pour informer nos auditeurs. Merci Jean-Pierre Benoît, évidemment avec grand plaisir. Et puis, j'ai aussi lu le journal ce matin, donc j'ai vu la très belle page dans l'Union sur RCF. Et donc, encore une fois, très bon anniversaire à RCF. Et merci pour le travail que vous faites pour l'ensemble des auditeurs et pour l'ensemble de nos concitoyens ici à Reims et dans les Ardennes. Merci Catherine Vautrin d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci à vous.